bonjour à tous. Je m'appelle Kevin Dingla, je suis effectivement le cofondateur de Lettiel.com, dont on va parler juste après. Je fais partie de la core team de Symfony. Qui parmi vous a déjà utilisé le framework Symfony, version 2 ou supérieure? Ok, pas mal de gens. Et qui n'a jamais fait de PHP de sa vie? Ça va aller, on va s'en sortir quand même. Et du coup, je développe également une autre solution que je viens vous présenter ici, qui s'appelle API Platform, qui sont une suite d'outils en PHP et en JavaScript qui permettent de créer des systèmes basés sur des API. Alors, Lettiel.coop, vous voyez, j'ai le beau t-shirt, c'est une société un petit peu particulière parce que c'est une coopérative, c'est-à-dire que tous les salariés sont aussi associés de la structure. Elle est détenue à 100% par les gens qui y travaillent et toutes les décisions sont prises de manière démocratique. Jusqu'à présent, on a toujours fait pas mal de bénéfices. Tout le bénéfice, en fin d'année, on le divise entre tous les gens qui ont bossé pour le réaliser. Il n'y a pas d'associés externes, il n'y a pas d'actionnaires, pas de choses comme ça. On est 20, on recrute, pas encore à Nantes, mais si vous voulez prendre des vacances au soleil à Lille, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, pourquoi on a décidé de construire un nouveau framework, une nouvelle suite d'outils, alors qu'on a déjà pas mal de choses qui existent, y compris Symfony, dans une communauté dans laquelle on est assez impliqué. Parce que depuis la sortie des premières générations de framework web, Ruby on Rails, Django, Symfony 1, et même des générations un peu plus récentes comme Symfony 2 et 3, il y a eu pas mal de changements assez importants dans la manière dont on conçoit des systèmes d'information et dans la manière dont on développe des applications web. Le web d'aujourd'hui, contrairement, en tout cas quand on a sorti Symfony 1 puis 2, on avait du HTML. Donc on avait un outil qui permettait de créer des sites internet avec finalement du HTML qui était généré côté serveur et énormément d'outillage pour générer du HTML côté serveur. La manière d'accéder aux données, c'était principalement via ces sites web. Dans les applications web modernes, on est sur quelque chose de beaucoup plus interconnecté. Si vous avez suivi un petit peu d'autres conférences, vous voyez que ça parle beaucoup de chatbots, ça parle beaucoup de single page applications, ça parle beaucoup d'objets connectés en tout genre, de voitures, de Google Home, etc. Tout ça, c'est permis grâce à une chose, grâce aux API. On va avoir une API centralisée, notre gros rond orange ici, qui va centraliser à la fois toutes les données de notre application, notre système d'information. Alors, ça peut être découplé en microservices ou pas, mais en tout cas, on a un point d'accès central aux données de notre société et à la logique métier. Finalement, c'est l'équivalent d'une bonne grosse base de données Oracle avec du PLSQL, sauf que c'est au-dessus d'HTTP, sauf qu'il faut pouvoir le requêter depuis tout un tas de périphériques qui ne sont pas du tout capables de requêter une base de données Oracle. Du coup, on va essayer d'avoir une couche d'abstraction un petit peu meilleure. Sur notre accès centralisé aux données, on va venir brancher pas mal d'applications diverses qui vont se charger de la couche de présentation uniquement. Donc ça peut être nos sites web. Du coup, on va plus avoir un bloc monolithique, une application 3 tiers, où on va à la fois avoir un pattern NVC, où on va stocker nos données, notre logique métier, puis générer la vue. On va essayer de découpler tout ça et par exemple utiliser des frameworks comme Angular ou React pour se charger de la couche de présentation. On va aussi avoir des applications mobiles natives, qui est quelque chose d'un petit peu particulier parce que, excepté quand on triche en utilisant Cordova ou ce genre d'outils, on est obligé, en tout cas, vaut mieux si on veut une UX qui est correcte, utiliser le framework du système d'exploitation du périphérique. Et puis, on va avoir des objets connectés, on va avoir d'autres systèmes d'information, nos clients, nos partenaires, les moteurs de recherche, tout un tas de prestataires comme ça qui vont vouloir accéder aux données brutes et travailler cette donnée. L'autre gros changement, c'est que nos systèmes sont de plus en plus interconnectés. On est dans un web très ouvert et nous-mêmes, pour construire notre système d'information, on va s'appuyer sur des données et des services qui sont exposés par d'autres entités. Du coup, c'est les liens entre nos deux API. Typiquement, quand on construit une app à peu près moderne, on va toujours avoir besoin de services tierces, généralement en SaaS, qu'on va venir requêter via des API REST. Donc, on va avoir une grosse problématique également d'interopérabilité des données entre les différentes API. L'un des objectifs d'API Platform, du coup, c'est de répondre à cette nouvelle problématique et de permettre de développer ce type d'infrastructure, ce type d'application, aussi simplement qu'on développait des applications web traditionnelles avec des outils comme Symfony. Du coup, l'idée, ça va être d'avoir plusieurs composants, les uns côté serveur pour nous aider à gérer ces API, et ensuite les autres côté client, ce que je vais vous présenter juste après, qui vont pouvoir consommer ces API un petit peu enrichis afin de nous faciliter le travail des deux côtés. Au milieu de cette barrière qui est Internet et qui est le contrat exposé par notre API web, qui va permettre de découpler nos applications. Alors, donc, les API comme cœur des systèmes d'information, ça c'est l'un des premiers gros changements
introduit à cause de l'application du web mobile, et puis introduit également à cause de ce web beaucoup plus ouvert et beaucoup plus connecté. L'un des autres gros changements par rapport à l'apparition des frameworks comme Symfony 1, comme Django, comme Ruby on Rails, c'est qu'on va avoir tendance à réaliser les sites web sous forme de single page application. Alors, est-ce que ce terme parle à tout le monde? Qui ici a déjà pratiqué un framework moderne type React, Angular, Vue.js? Quasiment tout le monde. Donc je vais passer très très vite là-dessus, c'est bien, on va pouvoir parler d'autres choses. Du coup, l'idée, c'est qu'on a notre API distante, qui contient la logique métier, qui contient les données, et on va avoir une application séparée, probablement hébergée sur un CDN, sur un serveur de fichiers statique pour que ça aille très vite, qui va se charger de requêter les données brutes, typiquement via HTTP en JSON, et puis de les afficher, et puis ensuite, cette logique d'affichage et la logique de navigation de page en page, elle va s'exécuter intégralement côté client, ce que ne sont pas capables de faire les frameworks un petit peu plus anciens. Quand on utilise Twig, le rendu, il est fait côté serveur, et à chaque fois qu'on change de page, on est obligé de requêter le serveur de manière synchrone, et puis le navigateur va refaire le rendu du HTML, du CSS et du JS. Avec les SPA, on inverse un petit peu cette logique. On va charger initialement une application faite en JavaScript qui va rester dans la mémoire du navigateur. Puis à chaque fois qu'on clique sur un lien, à chaque fois que l'utilisateur va saisir des données dans un formulaire, on va effectuer une action. En fait, on va venir toujours dans le cadre de cette application chargée par le navigateur, requêter le serveur pour mettre à jour les états de notre application via de la requête asynchrone, via de l'Ajax traditionnellement. Alors, au moment, gros changement aussi, c'est la modernisation du stack JavaScript. Qui aime bien développer avec JavaScript? Qui aimait bien au moment de la sortie de Symfony 1 ou de Symfony 2 développé avec JavaScript? Pas grand monde. Effectivement, l'apparition de ES 2015, 2016, 2017, Babel, Webpack, tout l'outillage qu'on a maintenant permet de faire des interfaces beaucoup plus riches, beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus ludique, on va dire. Ce qui n'était pas forcément le cas. Il y a vraiment eu énormément d'investissements, énormément de boulot pour moderniser ce stack. Maintenant, il n'y a plus vraiment beaucoup d'intérêt à faire du formulaire Symfony avec Twig et puis avec un framework, le framework de forme de Symfony. C'est plutôt se complexifier la tâche. C'est assez difficile de faire des trucs qui rendent bien visuellement, contrairement à si on le fait en JavaScript, qu'on prépare nos données côté client et que quand les données sont prêtes, on fait une requête vers le serveur. Ce qu'on propose de faire API Platform. Et du coup, le dernier gros changement, c'est ça, c'est plutôt la toute dernière version de framework JavaScript qu'ils ont introduit, Angular et puis React, c'est que faire de l'appli mobile, ça a quand même une grosse plus-value. Alors ça dépend du secteur d'activité, mais en tout cas, ça permet d'avoir une UX qui est meilleure, ça permet d'avoir des apps qui sont probablement plus rapides parce qu'elles sont en partie préinstallées sur le téléphone. Mais ça demande des développements relativement conséquents parce que c'est des langages de programmation différents suivant qu'on soit sous Android, sous iOS ou autre plateforme. Et du coup, si on veut faire une app qui soit à peu près réactive, qui a une UX qui est plutôt bien foutue et adaptée avec le reste du système, ça demande du coup d'apprendre des nouvelles technologies et puis d'avoir des codebases séparés pour chacune des plateformes. Les nouveaux frameworks JavaScript, alors ça n'empêche pas que les codebases soient toujours un peu séparés, mais en tout cas, ils permettent d'utiliser les technologies qu'on connaissait déjà, de partager pas mal de code et de bibliothèques, mais de générer des applications natives qui vont utiliser les composants, les widgets, l'interface utilisateur native du système d'exploitation sur lequel ça va tourner. C'est-à-dire qu'avec React, on peut créer des applis web, bien sûr, mais on peut aussi créer des applis pour Android qui vont avoir le look and feel material design et puis qui vont utiliser les composants natifs d'Android ou pour iOS. On peut aussi maintenant, avec les mêmes technologies, avec JSX, avec toutes ces choses-là, créer des apps pour faire de la réalité augmentée. Pareil, gros lien avec les API, il faut bien que les données viennent de quelque part, il y a eu des talks là-dessus, c'est le sujet. Donc, ce type de technologie et ce type d'architecture avec les API centriques, ça permet de très facilement s'adapter aux nouveaux canaux, aux nouvelles technologies, aux nouveaux périphériques, à l'IoT, etc., qui sortent, ce qui était très difficile à faire avec les anciens frameworks. Du coup, le but d'API Platform, c'est de répondre à toutes ces problématiques. Mais c'est d'y répondre simplement. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que même notre ami qui ne connaît pas PHP là-bas, normalement, il devrait pouvoir créer une application de ce type-là assez facilement en quelques minutes. Du coup, je parle beaucoup, je présente beaucoup le contexte, c'est parce que l'idée, c'est que je n'ai pas besoin de 40 minutes pour faire une API. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Alors, du coup, l'un des premiers buts, c'est que ce soit facile et qu'on puisse aller vite.
Deuxième objectif, c'est que les API, c'est pas si simple à faire. Les petites API, ok, c'est facile, mais il existe tout un tas de normes et de formats qu'il est conseillé de respecter. Il y a des problématiques de sécurité. Entre autres, il y a des checklists qui sont édités par l'OWASP. Vous voyez tous ce que c'est l'OWASP, ok, tout développeur sérieux et qui fait attention à la sécurité devrait implémenter sur ces API qui ne sont pas si simples que ça, ces API à faire pour éviter les problèmes de sécurité. Et puis, les API, il y en a de différentes qualités, de différents niveaux. On verra après ce qu'on appelle le modèle de maturité de Richardson. Là, l'idée, ça va être de supporter tous les formats modernes et puissants qui permettent de créer des API, en particulier les API hypermédias, de le faire facilement, et également ensuite de pouvoir tirer de ces formats modernes qui contiennent énormément de données, qui décrivent précisément l'API pour nous aider à construire nos apps côté client cette fois-ci. Alors, dans ce framework qui est basé sur Symfony, on a pas mal de fonctionnalités natives, donc on va en voir quelques-unes. Il y en a quelques-unes qu'on n'aura pas le temps de présenter malheureusement, mais en gros, vous allez pouvoir décrire le modèle de données que vous allez exposer par votre API. Et puis automatiquement, on va voir dynamiquement, il n'y a pas de génération de code qui a lieu, on va pouvoir avoir une API qui fonctionne et qui expose publiquement ce modèle de données, qui permet de faire des opérations en CRUD et de sauvegarder, d'éditer les données, de faire de la validation des entrées utilisateurs, de faire des tris, du sorting, d'appliquer des filtres personnalisés si on en a besoin. On va pouvoir ajouter un système de gestion des utilisateurs, un système de gestion d'autorisation. On va implémenter les bonnes pratiques de l'OWASP. On va pouvoir supporter OAuth ou JWT si on a besoin de ce type de mécanisme d'autorisation. Et on va absolument tout pouvoir, même si là ça se fait sans coder, surcharger, éditer, modifier, parce que bien sûr on a toujours des cas particuliers, on a du code métier à faire qui est un petit peu plus difficile que ce qu'on va voir dans la démo. C'est basé sur Symfony, ça utilise de manière très intensive le composant dependency injection de Symfony et absolument tout ce qu'on va voir là, vous pouvez brancher votre propre code, il y a un système d'événements, il y a un système de décoration et le surcharger et changer le comportement ou brancher vos classes à vous ou remplacer des parties complètes. Tout est modulaire et tout est extensible. Sauf que là, bien sûr, il va falloir apprendre un petit peu plus comment fonctionne la solution que ce qu'on va montrer là. API Platform, c'est sorti, la première version publique, elle est sortie il y a un petit peu plus d'1 an. C'est ce qu'on appelle la API Platform version 1. Ça a été en très grande partie réécrit pour tirer parti des nouvelles fonctionnalités de Symfony 3 et de PHP 7, qui était donc une nouvelle version majeure qui n'a plus grand chose à voir avec la première version, qui s'appelait API Platform 2, qui est sortie en novembre. Et là, aujourd'hui, j'ai marqué juste avant de venir vous voir, parce que j'étais super content de venir à Nantes, la première bêta de la version 2.1. Donc c'est celle que je vais vous présenter là. Vous pouvez déjà du coup aller la télécharger sur le site. Par rapport aux versions précédentes qui avaient les fonctionnalités que j'ai présentées juste avant, on va avoir des outils qui permettent de faire du React.js, que je vais vous montrer. On a un système de cache qui est assez efficace. On va voir que c'est une API hypermédia et que du coup, on va être capable très facilement de savoir quels sont les documents qui sont contenus par une réponse de l'API. Du coup, dans cette version-là, on a intégré Varnish ou Cloudflare, vous choisissez le service que vous voulez, et lors de la première requête, on va exécuter API Platform pour générer la réponse de l'API. Pour toutes les requêtes suivantes, ça va toujours être servi par un reverse proxy de cache. Du coup, en termes de performance, on ne peut pas aller plus vite. Si jamais il y a une requête en écriture qui est effectuée sur une ressource exposée par l'API, dans ce cas-là, API Platform va se charger d'aller automatiquement effacer du cache du reverse proxy toutes les réponses HTTP, les listes, les documents imbriqués, etc., qui contiennent ce document. Du coup, vous avez un cache par invalidation qui est avec du coup une mise à jour des données en temps réel et en même temps une diminution de votre charge serveur énorme et des performances qui sont qui sont très largement améliorées après l'exécution de la première requête. Ça, c'est une des grosses fonctionnalités de cette nouvelle version. Il y a un mécanisme de règle d'autorisation qui est pour les utilisateurs, de droit utilisateur, qui est beaucoup mieux foutu. Il y a pas mal de mises à jour concernant Docker. Et puis, il y a plein de nouvelles petites fonctionnalités. J'ai écrit un article de blog qui détaille ça en détail. C'est pas trop le sujet du talk. Vous pourrez le lire dès que j'aurai fini la présentation, que je pourrai cliquer sur publier. Alors malgré que ce soit une solution assez récente, ça commence déjà à être utilisé par pas mal de beaux noms. Entre autres, Decat sont en train d'utiliser API Platform pour refondre tout leur système d'objets connectés. Donc ils ont une grosse API qui leur permet de brancher leurs montres connectées, leurs outils pour faire des raquettes, pour mesurer les performances au tennis, les concurrents de Fitbit, Runtastic, etc. Ça, c'est en train d'être fait avec API Platform. M6 et Renault utilisent déjà API Platform en prod pour certains de leurs sites. Renault, c'est pour son site e-commerce principal. C'est aussi utilisé par General Electric, par Leroy Merlin et beaucoup par Sensio Labs qui contribue pas mal à API Platform. Donc c'est la boîte qui crée Symfony. Donc normalement, en tout cas sur les éléments côté serveur que je vais présenter, vous pouvez y aller. Ça tourne déjà en prod sur pas mal de gros sites à fort trafic. Alors,
On est parti, on va beaucoup parler, on va essayer de voir un petit peu comment ça marche. Alors, la première étape, si on veut utiliser facilement API Platform, c'est d'avoir Docker sur sa machine. Qui utilise Docker ici? Presque tout le monde. Containerisation, il y a énormément de doc. Donc, on a un setup Docker qui est fourni, qui permet de démarrer très facilement le système. Mais après, ça reste du PHP, donc si vous ne voulez pas utiliser Docker, ça reste assez facile à installer à peu près n'importe où. Même chez OVH, ça fonctionne. C'est pour vous dire si c'est facile. Du coup, il vous faut Docker sur la machine. Une fois que vous avez Docker, vous allez sur le site, vous téléchargez le zip qui contient un squelette d'application dans lequel vous allez pouvoir développer, vous tapez Docker Compose Up, et vous avez un système avec PHP, Nginx, MySQL et Varnish, si vous voulez le système de cache dont j'ai parlé juste avant, qui est préinstallé et qui fonctionne et qui vous permet de développer. Vous allez pouvoir le versionner, vous allez pouvoir faire évoluer votre environnement de cette manière-là. Si vous utilisez juste Symfony, vous pouvez aussi copier notre setup Docker et le mettre dans votre projet Symfony, ça marche avec n'importe quel projet Symfony. Par défaut, on intègre Doctrine, l'ORM, qui permet de gérer le système de persistance de base de données. Ce n'est pas du tout obligatoire de l'utiliser avec API Platform, il n'y a pas de dépendance dure, on peut utiliser ce qu'on veut, si on veut faire ses requêtes à la main, ou mettre Elasticsearch ou Firebase ou n'importe quoi, ça marche. Mais il y a une intégration un peu plus poussée avec Doctrine qui permet de ne pas avoir à coder. Donc là, c'est ce que je vais utiliser lors de cette présentation. Juste en tapant Docker Compose Up, je lance mon navigateur et du coup j'arrive sur une petite interface d'administration avec une super entité qui s'appelle Foo. C'est hyper original. Et du coup, là, c'est ce que vous avez en ayant tapé cette commande. Vous avez un système qui fonctionne. Alors, pourquoi on a une entité qui s'appelle Foo? Parce qu'on a fait une petite démonstration. Et pour montrer comment fonctionne API Platform, on a cette classe qui est fournie dans le projet. Donc, on voit que c'est juste une classe PHP sans rien de particulier, si ce n'est qu'ici elle a du mapping Doctrine, je vous dis c'est optionnel, parce que là on va utiliser Doctrine pour la persistance, et qu'elle a cette petite annotation là, @API ressources. C'est juste cette simple annotation qui va permettre à API Platform de fonctionner et d'exposer une API qui marche, qui est entièrement fonctionnelle là-dessus. On va rentrer un peu plus en détail là-dessus. Du coup, on va exposer notre propre API, on va voir comment ça marche. Je me suis dit, il y a une petite boîte américaine qui s'appelle Amazon, qui commence en vendant des livres. A priori, ça a plutôt pas mal marché. Du coup, là, on va faire à peu près la même chose, mais de manière API-centrique. Donc, on va exposer une API qui permet de vendre des livres. On va commencer petit, on va faire un MVP, on crée l'idée de base d'API Platform, c'est qu'on commence par décrire le modèle de données public qu'on va exposer via l'API. Donc on commence par la modélisation. Là j'ai décidé de faire une classe PHP, j'aurais pu aussi créer un diagramme UML et puis générer ma classe et puis ça aurait fonctionné aussi. Du coup là, j'ai créé une simple classe PHP avec deux propriétés publiques. Si je préfère être un peu plus propre, un peu plus strict, j'aurais pu utiliser des getters et des setters, un ID. Et je vais utiliser Doctrine pour le persister et l'autogénérer. Ce serait mieux d'utiliser un UID si jamais vous en avez l'occasion. Et puis un titre pour mon livre. Je l'ai marqué avec API ressources. J'ai mis de la PHP doc. On va voir que ça va être intéressant. Et je l'ai mappé avec Doctrine. Donc vous voyez, là, il y a 31 lignes de code, y compris le mapping Doctrine. Je mets à jour ma base de données. Et j'ai une API qui fonctionne pour ce type de ressources-là. Petite liste des fonctionnalités qui sont proposées, j'ai du CRUD, donc ça va fonctionner, je vais pouvoir faire des requêtes en POST, en GET, en DELETE, j'ai des listes, etc. J'ai le support de tout un tas de formats, par défaut ça va être du JSON-LD et Hydra, qui sont des formats standards du W3C promus par Google pour exposer des API hypermédias, j'y viens un petit peu après. Mais on va pouvoir aussi exposer juste du JSON ou du HAL ou du XML, du YAML, du CSV qui sont supportés par défaut. Si vous en avez le besoin, vous pouvez écrire vos propres formats aussi. On va avoir de la doc Swagger qui est auto-générée. Donc on a le format JSON Swagger valide standard qui est généré et du coup c'est comme ça qu'on génère notre petite interface graphique qu'on a vu juste avant. Et puis du coup on a cette fameuse interface graphique. On a aussi de la pagination, on va pouvoir brancher pas mal d'autres fonctionnalités par la suite. Voyons un peu à quoi ça ressemble. Du coup, là, les seules lignes de code que j'ai, c'est mes 30 lignes que je vous ai montrées juste avant. Donc, je vais commencer par créer un document. Vous voyez que ma PHP doc, elle a été réutilisée dans la documentation Swagger pour décrire mes propriétés. Donc, j'ai ma doc utilisateur qui est déjà faite juste en écrivant ma PHP doc. Je peux grouper un petit peu comme ça. J'envoie une requête en post sur mon API. Ok, je fais l'exécution. Vous voyez que du coup, j'ai bien un code 201. Le truc a été créé. C'est persister dans la base de données. Donc si on regardait mes tables ACMySQL qui est utilisée, j'aurais bien mes données dedans. J'ai une API hypermédia, je vais revenir après, mais vous voyez l'identifiant @id, un petit peu bizarre là, c'est une URL. J'ai un système de liste. Là, il n'y a qu'un élément, donc la pagination ne s'active pas. Si j'en avais plus de 30, j'aurais automatiquement la pagination avec la possibilité de découvrir la pagination côté client qui est gérée.
Alors, vous voyez aussi que quand je tape une URL dans la barre d'adresse ici, en fait, on détecte que c'est un navigateur parce qu'il envoie l'entête HTTP, accept texte HTML, et du coup, au lieu de renvoyer du JSON, on charge la documentation pour le document courant, et puis on rejoue la requête en Ajax. Comme ça permet d'avoir un truc un petit peu plus sympa, et puis de se passer facilement les URL par mail ou par Slack pour les exécuter. Alors, bien sûr, on essayait de faire un truc le plus strict possible au niveau des URL, au niveau des codes HTTP qui sont renvoyés, au niveau des formats qui sont exposés, tout ça. On a passé beaucoup de temps sur la version 1 de l'API Platform, ça nous a pris presque un an de développement, c'était quasiment que de la réflexion sur les formats, sur la manière de structurer les API, mais du coup vous n'avez pas à le refaire, vous capitalisez sur ces un an d'expérience. Et du coup on a la suppression aussi qui fonctionne, et du coup vous avez une petite interface graphique qui vous permet de tout manipuler. Chose importante que j'ai oublié de dire tout au début, bien sûr, c'est la même licence que Symfony, c'est MIT, c'est 100% open source. Alors, à quoi ressemblait, qu'est-ce que c'est que ce format un petit peu bizarre? Je pense que vous avez vu avec les clés qui commencent par des arrobases. En fait, c'est un format qui s'appelle JSON-LD et une de ses extensions qui s'appelle Hydra, que je vais vous présenter assez rapidement et vous allez comprendre comme ça comment ça va nous aider à créer des applications côté front avec React Native ou React, etc. Déjà, petit rappel sur les API, le modèle de matérité de Richardson. Alors, à qui ce schéma-là parle? Ok, en fait, c'est l'évolution et la structuration historique des API. Et du coup, le niveau 0, c'est les API en plain doll XML qu'on faisait au tout départ de l'apparition d'Ajax et du support de XHR par Internet Explorer. En fait, c'est qu'en gros, on a juste une URL sur laquelle on fait une requête en get ou en post, puis il n'y a aucune structure, on récupère toutes nos données d'un coup. Donc, c'est les toutes premières API web. Ensuite, on a essayé de structurer ça un petit peu mieux et de respecter un peu plus l'esprit du protocole HTTP. Ce qu'on appelle le niveau 1, c'est que on a structuré notre API sous forme de ressources, et du coup, on a commencé à créer des collections, par exemple books, users, etc. Et dans ces collections, des items. Donc pour chaque type, on a une collection différente, des items et de relations entre ces collections. Ça, c'est les API de niveau 1, donc c'est déjà un petit peu plus de structure, un petit peu plus facile à réutiliser, etc. Le niveau 2, ça va un petit peu plus loin dans le respect d'HTTP, c'est que HTTP, c'est un protocole assez ancien, mais hyper bien conçu, hypertexte, hypermédia, qui permet assez facilement à différents systèmes de collaborer, de se référencer les uns les autres. Donc, c'est le principe du lien hypertexte, hein, rien de bien méchant. Et c'est un protocole qui supporte la lecture et l'écriture. Du coup, c'est en fait ajouter les verbes HTTP, ajouter le support de get, post, patch, etc. Et le dernier niveau, c'est le contrôle hypermédia. En fait, c'est le principe, c'est de pouvoir faire exactement pareil dans une API que ce qu'on fait avec du HTML. C'est-à-dire que le web, c'est un système qui est conçu pour être décentralisé et ouvert, et il y a une API devrait pouvoir, on ne devrait pas faire des choses à la Facebook où c'est un silo duquel on ne peut pas sortir. Imaginons que je suis un vendeur de voitures, au hasard Renault, avec qui on travaille. La base de données de voitures de Renault, elle fait référence sur ce domaine-là. Du coup, il serait intéressant, comme pour un lien hypertexte, on peut avoir un lien vers le site de Renault, vers le site d'une Mégane, par exemple, que dans mon API métier de moi, qui suis un vendeur de voitures, je puisse référencer la voiture Mégane sur le site renault.com/Mégane. Okay, donc on va identifier l'ensemble de nos ressources par des URL et on va permettre aux API de référencer d'autres API. Et du coup, quand on va avoir des clients qui sont assez intelligents, par exemple ce qu'on va voir juste après, on va être capable de commencer sur l'API du vendeur de voitures dans son coin, puis de vouloir plus d'informations côté client sur la voiture qu'on est en train de vendre, et du coup requêter l'API de Renault, sans même savoir qu'elle existe à l'avance. C'est de pouvoir créer des liens entre mes différentes ressources en utilisant HTTP, en utilisant le principe des URL. Du coup, JSON-LD, c'est un format qui implémente ce dernier niveau, ce qu'on appelle les API 8OS, API hypermédia. C'est un format qui a été développé par Google et qui est maintenant, comme HTML, CSS et JS, alors depuis assez récemment, parce que c'est fin 2014 que ça a été normalisé, un standard du web ouvert, normalisé par le W3C, ce qui veut dire que tous les développeurs attachés au web ouvert devraient essayer d'implémenter ce format-là. C'est juste du JSON. Et du coup, tous vos langages de programmation qui ont un parseur JSON sont capables de comprendre du JSON-LD. Si vous avez un client qui ne supporte pas de JSON-LD, il pourra faire du fallback sur du JSON classique, ça marche, il n'y a aucun problème. Sauf qu'il y a quelques clés, celles qui commencent par un arrobase, qui sont réservées, qui permettent d'ajouter des informations de typage et des informations de relation entre mes différents documents. C'est un truc qui est déjà utilisé par pas mal de grands comptes, entre autres par Google et la BBC sur son portail Open Data, qui est assez pas mal. Et dernier gros point, c'est compatible avec toutes les technologies du web sémantique de génération précédente. Si vous êtes allé à la fac, vous avez probablement fait un peu de RDF, Triple Store, un truc comme ça marche. Je vous dis comme ma page Dena, par exemple, marche avec JSON-LD et du coup avec API Platform.
Alors à quoi ça ressemble? Du coup à ça en fait c'est juste un bon vieux document de JSON, nos clés ici. On a quelques clés particulières qui commencent par un arrobas. Déjà son ID qui est son URL, API hypermédia. Même si j'ai mon document stocké hors ligne qui transite par autre chose qu'HTTP, je sais où le récupérer à la base. Je pourrais avoir l'URL complète. J'ai un typage plus fort. Il y a des types primitifs en JSON. Bah là je peux donner des types comme on va dire l'équivalent de classe en PHP. Là je peux dire que c'est pas juste un objet, c'est un objet de type livre. Et puis j'ai un système de contexte qui permet de mapper mon document avec des vocabulaires ouverts type schema.org. Ça je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Du coup, ce document, je vais pouvoir le transformer et le normaliser. Ça, c'est mon document précédent, mais étendu. C'est-à-dire que j'ai remplacé mes clés et mes valeurs par des URL. Du coup, ça va pouvoir être assez facilement manipulable par un programme, entre autres ceux de chez Google. Je vais pouvoir en faire du turtle si je m'intéresse au web sémantique et l'intégrer dans un triple store. Je vais pouvoir aussi en donner des représentations visuelles, parce que c'est un format qui supporte l'hypermédia et qui, du coup, est très orienté graphe. C'est un truc qui est déjà utilisé en production. Si vous exposez des documents JSON-LD dans vos applications web, Google est capable de les lire et d'extraire les informations structurées. Par exemple, celle du e-commerce, c'est une très grosse valeur ajoutée pour Google parce que ça permet de générer ce type d'écran. Vous avez probablement vu ça dans les retours de Google. C'est parce qu'en fait, on expose les données structurées via nos API ou directement dans le markup HTML. On respecte un vocabulaire qui est proposé par Google. Tout le monde utilise le même. Du coup, ça permet à Google super facilement, sur tout un tas de sites internet et d'API diverses, d'extraire les prix, les produits pour le même produit et de savoir que le MacBook, il y a qu'un site qui le vante. Il y en a sur 5 que c'est disponible, et puis sur celui-là, on a des versions qui sont disponibles de tel prix à tel prix. Donc, même si c'est très théorique, pas mal de cas d'usage un petit peu pointus, il y a des applications hyper concrètes, même d'un point de vue financier et marketing, c'est que vous pouvez sortir plus fort, plus haut et activer ce genre de fonctionnalité dans Google si vous supportez ce type de technologie. Hydra, c'est une extension de JSON-LD qui ressemble un peu à Swagger. Qui connaît Swagger ici? Beaucoup de gens. Donc ça ressemble un petit peu à Swagger, sauf que c'est compatible avec les API hypermédia avec JSON-LD, ce qui n'est pas le cas de Swagger, et ça permet de décrire très précisément le format de mon API, et du coup de décrire au client, c'est une API qu'on appelle Inbound API, toutes les informations, pas besoin de documentation externe, le client est capable de savoir toutes les opérations qu'il peut effectuer sur l'API sans avoir à lire une doc ou autre, tant qu'elle respecte ce formalisme-là. Du coup, ça me décrit tous les endpoints en lecture, en écriture, les types de données qui sont exposées, les propriétés, est-ce qu'elles sont en lecture seule, est-ce qu'elles sont quelles sont les règles de validation qui s'appliquent dessus, etc., de mon API. Donc ça me permet de connaître de manière programmatique quelle est exactement la structure de mon API. Ça me propose aussi des structures de données pour les formats typiques dont on a besoin, par exemple les collections, la pagination, la gestion des erreurs. Du coup, c'est un format standard. N'importe quel client qui supporte ça saura les afficher correctement. Bien sûr, on va voir que c'est ce qu'on a fait. Du coup, ça, par exemple, la gestion des collections, donc sur nos paginations, sur nos pages de liste, en fait, on respecte le format Hydra avec API Platform par défaut. Vous pouvez le changer si vous voulez. Pareil pour exposer les filtres. En fait, l'idée, c'est vraiment que toute la documentation soit exposée directement dans les réponses de l'API. Donc là, n'importe quel client sait que j'ai des filtres ou que là, je peux passer à la page suivante en appelant cette URL. OK ? On a un petit en-tête HTTP qui est envoyé sur chaque requête et qui permet de dire au client on supporte Hydra. On va pouvoir requêter le endpoint avec la doc Hydra, le parser, et puis en faire quelque chose. Du coup, vous allez voir à quoi ça sert un petit peu. Là, ça paraît un petit peu brouillon, mais en fait, c'est le détail complet de la structure de mon API qui est exposé du coup dans un format JSON, JSON-LD, que je vais pouvoir parser en JavaScript, en n'importe quel langage de programmation, pour requêter dynamiquement mon API. Tout ça, c'est exposé, je vous dis, là, on a toujours nos 30 lignes de code. On part un peu plus loin, mais on n'a pas grand-chose de plus. Alors, autre fonctionnalité, en plus de ces formats un petit peu plus avancés, la validation des données. Je veux dire que mon titre, je veux qu'il soit forcément rempli, parce qu'un titre vide, ça n'a pas beaucoup de sens. Je vais pouvoir utiliser le composant validateur de Symfony. Je vais juste ajouter une annotation de validation. Je peux créer les miennes si je veux. Je vais dire, voilà, l'annotation note blanche, je ne veux pas que mon titre soit vide. Alors là, j'ai changé d'interface graphique. J'ai pris l'ancienne version de Swagger, parce que dans la nouvelle, il y a quelques petits bugs qui m'embêtaient un petit peu. Toujours est-il, ça ne va pas changer grand-chose pour vous. Je vais envoyer un titre vide via mon API. Donc, pareil, j'ai juste mis une annotation. Je teste et j'ai une erreur, un code 400 qui est apparu et une erreur qui respecte ce format Hydra. Et là, vous voyez, j'ai exactement ce qui est apparu et puis à quel champ se rapporte l'erreur. Donc là, il me dit que le title ne doit pas être blanc. Du coup, je vais pouvoir le réutiliser côté client assez facilement et ça, c'est un format qui est générique. On a aussi la gestion des relations. C'est un des gros intérêts des API hypermédias, c'est qu'on crée des relations entre nos différents documents au sein de la même API, mais aussi entre différentes API entre elles. Du coup, pour ça, je vais créer une bête relation doctrine, une bête relation entre deux classes PHP. Ici, je vais ajouter une classe qui est une revue de mes commentaires sur mes bouquins. Et puis, je vais faire une relation avec ces bouquins-là.
voyons un petit peu, vous voyez qu'automatiquement API Platform a détecté ce nouveau type de données, me l'a exposé et me permet de gérer les relations entre mes différents documents. Donc API Platform va être assez malin pour faire le mapping entre une URL et le type de données, la ressource PHP, l'objet PHP qui correspond. Du coup, là, je sais que l'URL /book/1, en fait, c'est la ligne dans la table book d'ID 1, et puis du coup, l'objet, l'entité doctrine qui correspond. Donc, API Platform va automatiquement être capable de faire ce mapping et de transformer mes relations de cette manière-là. Par défaut, dès qu'il rencontre une relation, il va indiquer quelle est son URL pour qu'on puisse faire une deuxième requête et puis récupérer la donnée. On a également un système qui me permet d'imbriquer des requêtes, des données les unes dans les autres. Donc là, plutôt que de faire deux requêtes, je vais vouloir que le nom de mon livre il soit directement retourné quand je demande un commentaire sur ce livre. Donc j'ajoute des groupes de sérialisation, donc c'est les groupes de sérialisation du sérialiseur Symfony, il n'y a rien de magique là-dessus, c'est exactement la même chose que si vous faites du Symfony traditionnel, on a tiré parti de ce truc-là, et du coup, juste en ajoutant ces quelques annotations, toujours pas de vraies lignes de code, je vais avoir mon entité review qui est retournée, mon document de JSON-LD review qui est retourné avec ses métadonnées, et le document book qui va être embarqué directement dedans. Du coup, je vais économiser une requête HTTP, si je suis en HTTP1 en tout cas, là-dessus. Alors j'avance un petit peu parce que j'ai plus forcément énormément de temps. On a le support de REST complet, classique, on a parlé, beaucoup côté serveur. Le lexique, je passe dessus, mais en gros, il faut comprendre qu'on a ce mapping entre nos API, nos endpoints exposés par l'API, et puis le routing de Symfony. Tout ça, c'est fait automatiquement. En fait, vous n'avez vraiment pas grand-chose à faire là-dessus. C'est une édition standard de Symfony, sur lequel on a ajouté quelques bundles, quelques bibliothèques, on a intégré nos bibliothèques, mais du coup, tout ce que vous avez l'habitude de faire avec Symfony, ça continue de marcher. Tous les bundles que vous avez l'habitude d'utiliser, vos bibliothèques, vous pouvez le faire. Sauf qu'en plus, bien sûr, on a notre système de découverte automatique des classes et puis d'exposition toute cette logique d'API qui est ça du truc spécifique à API Platform. Spécifique à API Platform pour le moment, parce que Symfony 4 va sortir en octobre, et dans Symfony 4, il y aura un support officiel, la gestion des API, qui sera disponible via Flex, pour ceux qui ont suivi un petit peu ces outils-là. Et en fait, ce sera qu'il sera possible, en tapant Composer Require API, d'installer API Platform, tout simplement. C'est ce que je viens de vous expliquer, hein, qu'on réutilise les composants Symfony et que le routing et les actions, etc. sont prises en compte automatiquement. Il y a tout qui est déjà codé pour vous. On utilise un système d'événements, donc en fait, on n'a pas de vrai contrôleur, on n'a pas de contrôleur Symfony dans API Platform. Chaque étape, que ce soit la négociation du format, la récupération des données, le système de persistance, la désérialisation de la requête JSON qui a été envoyée via l'API, la validation des données comme on l'a vu, l'écriture, la sauvegarde dans la base de données, puis la sérialisation du document JSON-LD, et enfin la création de la requête HTTP, tout ça c'est de l'événementiel, c'est de l'AOP. Du coup, sans même avoir à customiser les contrôleurs, vous pouvez brancher votre propre code n'importe où dans le process. Par exemple, si vous voulez envoyer un mail, vous pouvez juste vous brancher après l'écriture en base de données, et puis là, enregistrer votre propre événement et faire l'envoi de mail, vous avez accès aux données, etc. Donc c'est hyper facile à l'étendre de cette manière-là. Alors on part maintenant sur les outils côté client. Ok, c'est à peu près clair pour ce qu'on peut faire côté API. Donc là, on a créé deux classes, on a 60 lignes de code, et on a une API complète, fonctionnelle, avec le support de format moderne, standard du web, standard du W3C. Sauf que ces formats, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'outillage pour les utiliser. Donc c'est beau, mais ça ne sert pas à grand-chose. Du coup, on s'est attelé à créer cet outillage. En tout cas, on crée une partie. Pour ça, on s'est basé sur React.js. Donc qui ici a déjà fait du React? Je crois que je l'ai déjà demandé. Pas mal de gens, pas tout le monde. Donc c'est un framework JavaScript moderne qui a beaucoup d'avantages, qui est créé par Facebook et qui a une extension de la syntaxe qui est déclaratif. Donc en fait, ça s'inspire des web components. On déclare, on sépare notre UI en plein de petits composants qui contiennent à la fois le HTML, le JS, le CSS. Et il y a un langage pour ça qui s'appelle JSX qui ressemble à XML mais qui n'en est pas et qui permet de s'abstraire et qui va être transpilé en fait en JavaScript. Pour ceux qui parlent, ça va être un petit peu plus clair. Donc, c'est un framework qui est extrêmement bien pour découpler les applications et extrêmement rapide parce qu'il gère bien sûr tous les trucs modernes, entre autres le Virtual DOM.
Du coup, il limite le nombre d'accès DOM qui sont faits dans le navigateur. Ça, il y a pas mal de talks sur React, je vous passe là-dessus. On va utiliser Yarn, qui est un remplacement de NPM, donc c'est l'équivalent de Composer, mais version JavaScript. Et puis on va utiliser un petit truc qui est fourni par Facebook, qui s'appelle Create React App, qui est un squelette d'application, qui permet d'éviter d'avoir à paramétrer nous-mêmes Babel et tout, Babel, Webpack, etc. Donc finalement, c'est un peu comme l'installateur de Symfony. Juste on tape Create React App, on tape ces commandes-là, puis on a un squelette d'application qui fonctionne. Donc on a la même chose côté serveur en PHP avec API Platform. Là, on l'a côté client en JavaScript avec ce petit outil fourni par React. Du coup, on crée notre squelette d'application React avec le truc officiel pour le faire. Ça nous donne ça. Okay, voilà. C'est beau, c'est la magie du design Facebook. Pour faire ça, c'est assez facile. Vous voyez, ça ressemble un peu à du HTML, mais ça n'en est pas. On crée une classe ES6. Dedans, on déclare notre interface graphique. Et puis, c'est React qui va se charger de faire les accès DOM nécessaires au navigateur pour transformer ça en arrow DOM, en éléments HTML, et les mettre et les faire rendre par le navigateur. Du coup, ce code-là correspond à la capture d'écran qu'on a vu juste avant. C'est le truc qui est installé par défaut par Create React App. Il y a plein d'outils de debugging, un peu comme avec Symfony. Quand vous faites une erreur, par exemple, là j'ai fait une erreur de syntaxe, automatiquement il fait la compilation à chaud en temps réel et puis il vous dit dans la console, attention, il y a une erreur de syntaxe, il faudrait que vous la corrigiez, donc c'est beaucoup plus facile à utiliser. Je vais enrichir un petit peu mon API pour que ça ressemble un peu plus à quelque chose. Je vais rajouter un numéro ISBN, donc j'ajoute juste une propriété, une règle de validation, et puis de la PHP-doc, le mapping doctrine, et une date de publication. Pareil, j'ajoute une date de publication sur ma review. J'ai le support des entêtes Corse dans API Platform. Du coup, je dis que je vais avoir un client qui va se connecter à mon API depuis localhost 3000, qui est le port par défaut de Create React App. Je vais ajouter un petit peu de données de test. On a dans Symfony tout ce qu'il faut pour faire des fixtures. Là, j'ai utilisé Nelmio Fixtures. J'ajoute les bundles. J'utilise Faker de Françoise Aninoto qui marche vachement bien. Je lui dis de me générer de la fausse donnée pour des livres et des reviews. J'insère ça dans ma base de données. Et je teste le générateur d'admin, qui est le premier outil client qu'on a développé. J'ajoute un paquet NPM à mon Create React App. J'ai un composant. Alors en fait, après, vous allez pouvoir tout étendre, etc. Mais j'ai un composant à ajouter. Il s'appelle HydraAdmin. Vous voyez le nom, ça va vous parler. Ça va parser la doc Hydra pour générer une administration dynamiquement, parce qu'il n'y a pas de génération de code. C'est vraiment complètement dynamique automatiquement. Et je dis, mon API, elle est exposée sur l'URL localhost. Avec l'entête HTTP qu'on a vu tout à l'heure, HydraAdmin va être capable d'aller chercher la doc Hydra et puis de me générer un truc comme ça. Tout seul, juste avec cette ligne de code. Du coup, là, j'ai une interface en CRUD qui est Material Design de Google, et puis sur lequel je vais avoir la pagination, je vais avoir un système de tri qui va être fonctionnel, je vais avoir une page pour visualiser mon objet, je vais avoir un formulaire d'édition. Donc tout ça est fait automatiquement. Parce qu'on a pu le deviner, et sans lien avec la partie serveur, tant que vous avez une API qui supporte Hydra, qu'elle soit en Java, en PHP, en n'importe quoi, ça va fonctionner. Vous avez la validation côté serveur, vous avez aussi la validation côté client, vous avez la gestion des relations, donc vous avez à peu près tout ce que vous pouvez attendre d'une admin basique. Et on est aussi capable de deviner, grâce à JSON-LD, quels sont les types des champs. Et par exemple, quand c'est une date, d'afficher un formulaire un petit peu plus joli pour les dates, on peut bien sûr customiser ça. Et ça, c'est possible grâce à ces formats modernes d'API, à JSON-LD et à Hydra. C'est ça qui nous permet, côté client, sans savoir quoi que ce soit à l'avance de l'API, de voir sa structure, de voir comment elle fonctionne et d'utiliser ce type d'outillage. Alors, on peut tout customiser, je vais passer vite parce que j'ai presque plus de temps, il me semble. J'ai accès à la structure de données qui est parsée suite à la doc Hydra, et là, imaginons que je veuille changer le champ body de mes reviews et ajouter un éditeur what you see is what you get. Donc, j'ai utilisé une bibliothèque en React qui s'appelle AOR, la AOR Rich Text Input, pour le faire. Je trouve le champ, je le remplace. Du coup, je peux ajouter des nouveaux types de données, supprimer des champs. Je peux à peu près modifier la structure de cette manière-là. Si je veux aller plus loin, tout est fait sous forme d'arbre de composants React. Et du coup, je peux prendre juste le composant pour générer le bouton, la liste, etc. et l'intégrer dans ma propre application. C'est assez flexible là-dessus. Du coup, voilà ce que ça donne avec la petite modification. Là, maintenant, j'ai un champ what you see is what you get pour le body. Donc, vous voyez, c'est assez facile à customiser. Autre outil qui parse cette doc Hydra, là, c'est complètement dynamique. Et c'est plutôt fait pour du back-office. On s'est dit, c'est pas mal aussi de pouvoir bootstrapper une web app, une single page application, qui va nous servir de base pour notre projet, mais qu'ensuite on va éditer, sur lequel on va mettre notre propre interface graphique, sur notre propre intégration HTML, notre propre champ, etc. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On a développé un petit outil en Node.js qui va parser la doc Hydra et va nous créer un squelette d'application en CRUD, là aussi, qui va requêter notre API. En fait, qui a déjà utilisé les outils de génération de code de Sensio Generator Bundle de Symfony?
voyez, les petites commandes permettent de générer des contrôleurs, des formulaires, etc. Bon, des templates, ok. Et ben du coup, ça permet de faire pareil, sauf que ça va être complètement côté client, complètement dynamique, et fait avec React.js. Alors, ça utilise React, React Router, Redux qui est un outil de gestion des états de l'application, Redux Form qui est une extension pour gérer les formulaires, et un système pour faire de l'Ajax. On a aussi l'intégration optionnelle de Twitter Bootstrap pour la CSS et le support de l'accessibilité aux personnes handicapées via les rôles ARIA. On utilise Redux, je patch là-dessus, j'ai plus qu'une minute qu'on va s'en passer, je tape cette commande. Donc là, je lui dis juste de générer le code pour l'entité review, partant sur mon URL. Automatiquement, il va me générer ce code-là. Alors, ça fait beaucoup de fichiers parce qu'on l'a pas mal découplé, mais chaque fichier, il y a 40 lignes de code maximum. Il n'y a pas beaucoup de code. L'idée, c'est que ce soit quand même assez minimaliste pour qu'ensuite vous puissiez l'éditer. On enregistre ça dans notre routeur. Il y a un petit squelette qui est fourni dans la documentation. Et du coup, c'est pareil, sans avoir à coder, mais là, c'est du code généré sur le disque, vous allez pouvoir éditer, modifier, etc. J'ai un petit truc qui me requête mon API, un petit formulaire en Bootstrap, cette fois-ci, beaucoup plus minimaliste, où je vais pouvoir avoir la validation des champs côté client que la validation HTML5, créer des documents dans mon API, avoir des systèmes de liste, quand on va soumettre les données. Alors, j'ai les dates, alors, j'aurais pu mettre today, ça marche aussi, ça utilise le système de parsing de date de PHP. Donc j'envoie mon document. Là, il me dit que ma relation, je ne l'ai pas faite correctement. J'ai mis n'importe quoi dans la relation alors que ça doit forcément être une URL. Donc j'ai la validation des données côté serveur qui est automatiquement générée. J'ai mon système d'édition, j'ai un système de liste, j'ai aussi un système de suppression. Donc là, c'est du code Bootstrap qui est complètement généré sur le disque, qui est fait avec React.js et que vous pouvez éditer. Le générateur, il est fait pour être relativement dynamique et du coup, on pourrait ajouter des squelettes pour supporter Vue.js, Angular ou à peu près ce qu'on veut. En fait, il y a déjà des gens qui sont en train de travailler là-dessus. Nous, on utilise React, donc c'est ce qu'on a fait, mais le principe de ces documentations modernes, c'est qu'on puisse l'utiliser avec n'importe quelle technologie côté client. En fait, on en est complètement agnostique. Là, on a des petits extraits de code de ce qui est généré. On ne va pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est que c'est de l'ES6 qui est plutôt de bonne facture, en tout cas, je l'espère, et qui est assez minimaliste. Vous voyez, là, il y a 29 lignes de code pour le client REST. Il y en a 38 pour les actions Redux. Pour les reducers, il y en a 33. Et finalement, pour notre interface HTML qui est générée, je n'ai pas le nombre de lignes, mais vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Hop, je passe là-dessus, le formulaire, j'ai les écrans là-dessus. Dernier truc, tout ce stack et tout le code qui est généré, excepté le HTML, en fait, ça utilise des bibliothèques React qui sont indépendantes du périphérique sur lequel vous allez faire le rendu. Du coup, là, c'est pas encore complètement terminé, mais on est en train de bosser sur un générateur qui va générer exactement de la même manière de l'app React native, avec le même composant, le même code, etc. C'est juste qu'on va changer le JSX qui va permettre de faire la vue. Et du coup, de la même manière, on pourra générer hyper facilement une USPA, mais aussi une app pour iOS ou pour Android. Ça va arriver dans les semaines qui arrivent. Je suis presque à l'heure. Merci beaucoup. Je vais présenter à peu près tout ce que je voulais.